Bonjour à tous, bienvenue au N3S Podcast. Je suis votre hôte Vincent Mandeville et je suis accompagné de mon comparse de toujours, Guillaume Lacerte. Salut Vincent, salut groupe. Donc vous pouvez nous retrouver évidemment nos articles sur Paléo Québec, paléoqc.com. Nous sommes sur Facebook, sur Twitter également. Alors, les premières choses en premier, Guillaume, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Je déménage enfin officiellement à Gatineau dans à peu près une semaine et demie. J'ai un cours de plein air en fin de semaine. Je suis occupé. On va dire, tu te dis, dans le futur, je vais m'arranger pour être moins occupé. Puis on dirait que je suis toujours plus occupé d'une semaine à l'autre que celle d'avant. Mais bon, on survit, les projets vont bien, les choses avancent. Toi, comment ça va, Vincent? Ouais, ça roule, ça roule. Je suis en train de travailler lentement mais sûrement sur mes handstands. Puis ça progresse bientôt. Je devrais être capable de me tenir tout seul pendant plus que 5 secondes. Ouais, c'est surprenant comment c'est long, une bonne progression de handstand. Ben, on se disait pas l'autre jour que justement la santé, c'est pas toujours linéaire. Des fois, il faut accepter d'avoir un plateau puis un plateau pendant longtemps avant de percer, d'exploser le plateau. C'est Ouais, c'est un petit peu comme ça, je me sens. ça prend la discipline, ça. Des fois, on dirait qu'il y a rien qui se passe pendant 2 mois, puis tout d'un coup, bam. Puis, c'est la même chose que je vois en guitare ou en jiu-jitsu ou en n'importe quoi. On dirait qu'il y a toujours un moment où tu fais, bon, ben, ça y est, j'ai fini de progresser, je vais mourir à ce niveau-là. Puis tout d'un coup, tu dors plus une journée ou tu manges plus, tu travailles le lendemain, puis bam, ça clique. Ouais, ben c'est ça, c'est d'avoir la discipline de maintenir jusqu'à ce moment-là. Ouais. Non, faut avoir confiance que notre méthode d'entraînement fonctionne. Donc, parfait. Ben, écoute, on va en profiter pour présenter notre invité. Notre invité qui s'appelle Yann Lebaudot, qui est un professionnel de recherche à l'Université Laval, qui fait de la recherche sur la taxation versus les boissons sucrées. Alors, c'est un invité dont j'ai appris l'existence dans la presse, c'est-à-dire qu'il avait publié récemment, lui et son équipe, un manifeste ou un rapport, en fait, sur les boissons sucrées. Ça a été étudié, ça a été fait à plusieurs reprises dans le monde. Donc, comment intégrer ça si on veut diminuer la consommation de boissons sucrées qui sont mauvaises pour la santé? Ça, je pense qu'on va l'apprendre à personne. Puis, je dois avouer que comme entrevue, c'était hyper intéressant. C'est un monsieur qui est extrêmement connaissant de son sujet. Toi, Guillaume, qu'est-ce que t'as préféré de l'entrevue? Il y avait vraiment une approche nuancée, puis il y a une approche typique de quelqu'un qui fait de la recherche, où il dit, bon, ben, d'après ce qu'on connaît en ce moment, avec certaines études disponibles qui calculaient seulement selon une période de temps, ben, on peut arriver à telle conclusion, puis on peut... Non, il était vraiment bon pour nuancer son idée, puis c'était pas juste, OK, on veut le taxer à tout prix, c'était une approche comme réfléchie, puis mature, puis c'est bien de voir que c'est comme ça que c'est approché. Oui, non, parce que Dieu sait que la taxation, c'est un sujet qui est hyper chargé. Personne n'aime ça entendre le mot taxe. Les certitudes dans la vie, c'est la mort puis les taxes. Oui. Non, puis si on peut s'en éviter le plus possible, c'est clair qu'on va chercher à faire ça. Mais je dois dire que Yann avait vraiment plusieurs bons points. J'accorde ça. Chapeau, il a vraiment bien fait ça. Ouais, il a doré la pilule de la taxation. Trêve de plaisanterie, super groupe. Donc, j'espère qu'on vous a mis l'eau à la bouche. On va aller retrouver Yann Lebaudot. Bonne écoute. Bonjour groupe, on est avec Yann Lebaudot. Alors, Monsieur Lebaudot est un professionnel de recherche à la plateforme d'évaluation en prévention de l'obésité, le PEPO, de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, l'Université Laval, depuis 2012. C'est un doctorant en santé communautaire à l'Université Laval. Il travaille plus particulièrement sur l'analyse de la pertinence d'une taxation des boissons sucrées. C'est aussi un diplômé de maîtrise en innovation alimentaire de l'École supérieure d'agriculture d'Angers et en sciences sociales appliquées à l'alimentation. Monsieur Lebaudot, comment ça va ce matin? Et ça va bien, merci. Et vous-même? Bien, merci. Est-ce que vous avez un titre? Est-ce que vous êtes doctorant, donc je peux pas vous appeler docteur encore? Non, effectivement, j'ai encore un petit bout à faire pour terminer.
Bon. On peut apprendre du docteur. Professionnel de recherche. Ouais. C'est bon. Bon, on espère pouvoir le faire bientôt. Donc, c'est gentil, merci. On parlait un petit peu plus tôt avant de lancer l'enregistrement. Vous êtes dans la recherche sur les boissons sucrées, sur l'étude de la taxation. Vous avez publié récemment un rapport, une initiative avec d'autres professionnels de recherche. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu des conclusions de ce rapport-là? Oui, effectivement, on a démarré un travail sur la question il y a quelques années. La taxation des boissons sucrées est un sujet qui revient fréquemment dans les discussions, dans les débats à différents niveaux. Et puis, on s'est rendu compte que la littérature scientifique avait vraiment beaucoup de richesses et beaucoup d'articles qui s'étaient accumulés au cours des dernières années. Et que en même temps, ces différents articles avaient tendance à traiter différents aspects de la problématique sous un angle nutritionnel, économique, juridique, sans nécessairement que l'on ait souvent une vue globale de la question. Donc l'objectif de l'ouvrage était vraiment de réaliser un ouvrage de synthèse qui fait à la fois le tour de la justification d'une éventuelle taxe sur les boissons sucrées, de ses effets potentiels, mais également de son applicabilité, avec une attention particulière pour la situation canadienne. Donc on a brossé, je dirais, un petit peu toutes ces facettes-là dans l'ouvrage, qui débouche sur la conclusion que c'était, comme tout comportement de santé, la surconsommation d'un produit en particulier, et ici dans le cas présent les boissons sucrées, est assez complexe, puis il y a beaucoup de facteurs impliqués, donc par conséquent il n'y a probablement pas une politique, une mesure ou une intervention qui va permettre à elle seule de régler le problème. Mais ce que laissent apparaître les données probantes à l'heure actuelle, c'est qu'une taxe pourrait effectivement être une mesure contribuant à le régler, sous réserve que certaines incertitudes soient prises en compte et qu'une telle taxe soit mise en place au sein d'un portefeuille d'actions diverses et variées qui agissent sur différents aspects, finalement, différents facteurs qui peuvent entraîner une surconsommation de boissons sucrées. En fait, on met l'accent sur trois types de logiques et d'objectifs dans l'ouvrage qui sont généralement associés à une taxe sur les boissons sucrées avec une logique de santé publique. La première, peut-être la plus intuitive, ce serait de se dire que une taxe sur les boissons sucrées pourrait avoir pour effet d'augmenter le prix, et donc en augmentant le prix, de dissuader les consommateurs d'en surconsommer. De ce point de vue-là, il y a beaucoup d'études différentes là-dessus, expérimentales, mais aussi à plus grande échelle, puis aussi dans quelques pays qui ont déjà mis en place une taxe sur les boissons sucrées. Dans ces pays, et là où les données sont disponibles, parce que malheureusement, on n'a pas des données disponibles partout, on observe que assez généralement, lorsqu'une taxe a été mise en place dans ces pays, on a pu observer une hausse du prix, parfois au-dessus ou en dessous d'ailleurs de ce à quoi on aurait pu s'attendre compte tenu du montant de la taxe, et que cette hausse de prix a généralement été suivie à court terme d'une inflexion de la consommation. Donc là encore, c'est assez difficile d'isoler précisément en conditions réelles et à grande échelle les effets de la taxe, mais ce sont en général des signaux encourageants qui ont pu être perçus, encore une fois à court terme, donc ça mériterait d'être regardé à plus long terme. Puis là aussi, il y a aussi des questions qui restent encore quand même en suspens, qui est de mieux connaître et de mieux comprendre la différence de réaction des différents types de consommateurs à cette hausse de prix. Donc là, il y a encore des choses à explorer, puis également de voir plus précisément encore quels peuvent être les éventuels effets de compensation. C'est-à-dire que si jamais on réduit la consommation de boissons sucrées, est-ce que celle-ci peut être compensée par d'autres types de consommation, et donc là d'analyser un peu plus précisément quels sont les bénéfices mais aussi les risques. Puis rapidement, les deux autres logiques qui sont fréquemment associées à une taxe sur les boissons sucrées dans une logique de santé publique, encore une fois, c'est de dire que les revenus de cette taxe-là pourraient être alloués à des initiatives de promotion de la santé ou encore de réduction des inégalités sociales de santé en investissant dans des causes sociales ou éducatives par exemple. Et donc là, la question est de savoir si les revenus peuvent être alloué effectivement à la cause qui a été proposée, et donc là de ce côté-là il y a des points de discussion plus particuliers dans l'ouvrage. Et puis la dernière logique, ça consisterait à dire taxer les boissons sucrées, au-delà de l'effet direct que ça peut avoir à court terme sur le prix, ça peut aussi envoyer un signal
un signal d'alerte en quelque sorte, à condition que la taxe soit connue et visible et notamment pour le consommateur, mais aussi pour les fabricants, les acteurs économiques qui pourraient, de par cette taxe, être davantage incités à accélérer leurs efforts, par exemple en reformulation de produits pour développer des alternatives plus saines. Donc on a vraiment fait un petit tour de ces trois logiques-là et on a finalement fait une synthèse de connaissances sur le sujet. Ça nous montre qu'effectivement, à partir du moment où on tient compte de certaines incertitudes, une taxe pourrait faire partie d'un portefeuille d'actions multiples qui viserait à réduire la surconsommation de boissons sucrées. Puis, vous l'avez dit vous-même, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Puis, boisson sucrée, on entend souvent le terme boisson gazeuse par là. Mais si vous regardez une bouteille de jus, par exemple, entre une bouteille de jus puis une canette de boisson gazeuse, on pourrait presque interchanger les étiquettes nutritionnelles, puis ça serait la même chose. C'est-à-dire que le niveau de sucre est énorme. Est-ce que vous assimilez le jus, par exemple, aux boissons gazeuses dans votre analyse? Oui, alors c'est un bon point. Dans l'appellation de boisson sucrée, dans le cadre de notre analyse, en fait, on inclut les boissons qui contiennent des sucres ajoutés. Donc, a priori, ça n'inclut pas donc les jus à 100%. Les boissons avec des sucres ajoutés, parce que d'une part, ce sont les boissons pour lesquelles des liens ont été démontrés entre la surconsommation et puis un certain nombre de problématiques de santé, comme le diabète de type 2, la carie dentaire, mais aussi le gain de poids. Ce sont aussi des boissons, ces boissons-là, donc boissons gazeuses, effectivement, comme vous disiez, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, qui dans leur ensemble, avec la composante sucre ajouté, présentent un profil nutritionnel qui est peu intéressant. Elles sont aussi consommées en assez grande proportion dans la population, notamment auprès de certains groupes, notamment les adolescents et jeunes adultes. Et puis elles font aussi l'objet d'un marketing particulièrement appuyé. Alors effectivement, si tout ça fait un profil, je dirais un portrait qui justifie des efforts particuliers pour prévenir la surconsommation, mais comme vous le disiez bien, ça n'empêche que les jus à 100%, qui généralement sont exclus des taxes sur les boissons sucrées, on en a répertorié une vingtaine de taxes dans notre étude à travers le monde actuellement en vigueur. Et généralement, elles sont exclues, mais on s'entend effectivement pour dire que la teneur en calories de ces boissons est parfois autant, si ce n'est davantage, effectivement élevée que pour les boissons avec sucre ajouté dont on parle dans l'analyse, et que si cette consommation venait à augmenter de manière importante dans les temps à venir, quand bien même la valeur nutritionnelle pourrait être sensiblement plus intéressante, si cette consommation venait à augmenter, et en particulier si on observait qu'une taxe, par exemple, produit des phénomènes de compensation avec moindre consommation de boissons avec sucre ajouté, mais surplus de consommation de jus, on pourrait se poser la question de savoir s'il n'y a pas des mesures spécifiques à mettre en œuvre pour prévenir aussi la surconsommation de jus à 100%. Mm-hmm. Moi, j'ai une question concernant les pays qui l'ont, les pays ou les endroits qui ont mis une taxe. C'est quoi les exemples les plus spectaculaires de réussite qu'on a vus? Est-ce qu'on parle de réduction de consommation de 20% ou de 50%? Ou c'est quoi l'ampleur du changement? Alors, il y a un première chose qu'on observe en regardant les cas de ces différents pays-là, c'est que bien souvent, malheureusement, l'évaluation de ces taxes-là n'a pas toujours été anticipée, et on a peu de résultats et d'analyses produites par des équipes évaluatives sur les effets de ces taxes-là. Avec le temps, ça s'est quand même un petit peu arrangé, je dirais. Puis pour parler des exemples les plus parlants peut-être, effectivement, au Mexique en 2013, une taxe a été adoptée, qui a été mise en place en 2014, et ils ont prévu assez tôt dans le processus d'évaluer autant que possible les effets. Et là, on parle par exemple d'un devis de recherche qui a permis de mettre en évidence que sur une année, avec un échantillon assez large représentatif de la population plutôt urbaine, on a mis en évidence que la consommation, donc le prix des boissons sucrées avait effectivement augmenté suite à la taxe, et que la consommation en moyenne sur un an aurait baissé d'à peu près 6%. Pour donner une ordre d'idée, c'est à peu près ce chiffre-là qui a été observé. Donc on voit que c'est quand même, à l'échelle de la population, c'est quand même un résultat qui est encourageant.
qui a aussi montré en parallèle une augmentation de la consommation de boissons non taxées parmi les effets. Donc c'est toujours difficile d'isoler précisément les effets d'une taxe, d'autant qu'il y avait déjà une tendance à la consommation qui était à la baisse. Mais ils ont tenu compte de cette tendance-là en fait dans leur analyse, en tenant compte des précédentes années. Et donc on voit bien qu'on est sur une mesure qui peut avoir un effet, mais qui seule ne peut pas nécessairement résoudre le problème. Donc si on parle ici de changement de 6%, puis est-ce qu'il y a des mesures qui ont été encore plus efficaces, ou est-ce que la taxation, ça reste comme la plus efficace qu'on a observée en ce moment? Il y a des mesures qui sont étudiées à plus petite échelle et qui peuvent montrer des résultats intéressants à court terme, à l'échelle d'un milieu de vie, par exemple en réduisant la disponibilité des boissons. Mais on s'entend généralement pour observer qu'une mesure seule ne peut pas résoudre le problème. L'avantage de la taxation, c'est que ça permet de faire des mesures à l'échelle d'une population tout entière, parce que c'est une mesure qui par définition est très centralisée, hein. Donc automatiquement ces effets potentiels rayonnent à l'échelle de toute la population, ce qui n'est généralement pas le cas de beaucoup d'autres initiatives qui vont être plus locales ou mais c'est vrai que dès qu'on tombe dans tout ce qui est réglementaire ou régulation, en tout cas, on a un potentiel, je dirais, d'impact qui est plus important, non pas nécessairement parce que la mesure en elle-même va avoir à l'échelle de chaque individu beaucoup d'effets, mais parce qu'elle peut toucher beaucoup de monde en fait. Donc globalement, il y a d'autres pistes d'intervention qui sont évoquées à titre complémentaire. La spécificité de la taxation, c'est qu'elle a été beaucoup étudiée par rapport à d'autres mesures. Là, je parle spécifiquement de ce qui peut concerner les boissons sucrées. Et puis voilà, on commence à avoir davantage de données là-dessus, mais ça ne signifie pas que les mesures complémentaires sont moins intéressantes. On l'a vu dans le cas de la lutte contre le tabagisme au cours de plusieurs décennies. C'est vraiment la combinaison de différents types d'interventions, sensibilisation, éducation et des mesures plus réglementaires, ça, parfois allant jusqu'à, dans le cas du tabac, l'interdiction, qui au fil du temps ont permis d'infléchir les courbes de consommation de tabagisme. Donc c'est de ce point de vue-là, en tout cas, les tabac et boissons sucrées ne sont pas comparables en tout point, bien évidemment, mais sur le plan de ce qu'on peut retenir en termes de combinaisons d'interventions qui ont permis d'obtenir des résultats, on voit que c'est vraiment la synergie entre différents types d'actions qui est intéressante et qu'il faut viser en fait. Puis ça, il y a des exemples où ça, je pense, ça a bien fonctionné. Est-ce qu'il y a des exemples où ça a juste moins bien fonctionné? Puis là, je pense par exemple à la taxe sur le beurre au Danemark, qui je pense duré quelques mois puis qui a été abandonnée assez rapidement. Est-ce qu'il y a des endroits où les gens se sont carrément rebellés, ou est-ce que ça a juste pas fonctionné au point où ils pensaient, puis où ils l'ont peut-être même enlevé après l'avoir établi? Pour le moment, sur la vingtaine de cas de taxes sur les boissons sucrées qu'on a répertoriés à travers le monde, la plupart, quasiment toutes, sont toujours en vigueur. C'est vrai que dans le cas de la taxe sur les graisses saturées au Danemark, il y avait un contexte un petit peu différent, qui était que la taxe touchait un ensemble beaucoup plus vaste de produits, qui touchait finalement tous les produits qui contenaient une teneur supérieure à un seuil fixé en matière grasse saturée. Donc là, il y avait des enjeux, je dirais, d'acceptabilité et de faisabilité qui étaient certainement différents. On a effectivement, comme vous le disiez, au bout d'une quinzaine de mois, la taxe a finalement été abolie. Il y avait dans les raisons qui sont évoquées, d'une part, un problème d'administration de cette nouvelle taxe qui imposait beaucoup de contraintes pour mesurer les teneurs en matière grasse dans les produits, parfois qui n'étaient pas mesurées avant que la taxe soit mise en place de manière avec un protocole aussi rigoureux. Il y avait aussi des produits importés pour lesquels l'étiquetage nutritionnel ne permettait pas de connaître cette valeur-là, donc ça pose un certain nombre de problèmes. Il y a aussi, et là on a du mal à quantifier précisément, mais des effets comme ceux observés qui étaient d'encourager un certain nombre de consommateurs à traverser les frontières en Suède ou en Allemagne pour aller s'approvisionner, pour faire leur panier d'épicerie, parce qu'on s'entend que si ça touche un grand nombre de produits, automatiquement l'incitation là éventuellement à passer une frontière peut être plus importante aussi. Surtout en Europe où c'est plus facile
Bah, c'est ça, voilà, sur des petits territoires. Vous voyez, ça, par exemple, effectivement, ça a moins été cité dans le cas des taxes sur les boissons sucrées jusqu'à maintenant, en tout cas, et des taxes qui étaient mises en place sur des grands territoires ou qui n'étaient pas forcément à des zones frontalières. Il s'est posé la question, vous parliez d'effets éventuellement négatifs, c'est une question qui s'est posée quand même, cette question de savoir si les gens pourraient pas se déplacer pour aller consommer ailleurs. Ça s'est posé dans le cas de la taxe sur les boissons sucrées à Berkeley en Californie, où là on est à l'échelle d'une ville. Ah oui, c'est donc où effectivement on peut se dire tiens, est-ce que les consommateurs vont pas finalement aller acheter leurs boissons sucrées ailleurs. Il y a une étude qui est parue il y a pas très longtemps sur justement parler encore une fois des cas les plus probants peut-être. Il y a une étude parue pas très longtemps qui d'une part avait montré, les mêmes auteurs avaient montré quelques temps plus tôt que le prix avait effectivement augmenté suite à la mise en place de la taxe, mais vous voyez dans le cas précis, il montrait que la répercussion de la taxe sur le prix des produits, parce que ça se passé au niveau des fabricants et des distributeurs, n'avait pas été complète. Donc déjà ça c'est un premier indicateur effectivement qui nous montre bien qu'il faut être vigilant sur l'efficacité potentielle, parce qu'effectivement si la taxe se répercute pas sur le prix et qu'on compte là-dessus pour infléchir les consommations, ça pose effectivement problème. Mais jusqu'à maintenant on observe plutôt un transfert de la taxe au prix. Mais là, vous voyez, différents auteurs évoquaient des chiffres qui pouvaient aller de 25 à 75% de répercussion de la taxe au prix. Et l'autre question qu'ils posaient, c'était de savoir donc si le consommateur se déplaçait. Et dernièrement, l'étude qu'ils ont publiée montrait des tendances encourageantes à 4 mois après la mise en place de la taxe, qui montraient que les consommateurs avaient baissé leur consommation journalière. C'est une consommation rapportée par un sondage. Et qui indiquait donc que cette consommation 4 mois plus tard dans un quartier défavorisé en l'occurrence, l'étude portait là-dessus, avait baissé de 20%. Voilà, on est à court terme encore une fois, et ils observaient que visiblement les gens ne déclaraient pas avoir modifié leurs habitudes en termes de lieu d'achat des boissons sucrées, donc il semblerait que ce soit pas dans ce cas précis en tout cas un problème. Mais dans le cas effectivement de la taxe sur le Danemark, donc au Danemark qui portait sur un plus grand ensemble de produits, ce sont des choses qui ont été rapportées. Tout ça faisant que avec en plus une acceptabilité dans l'opinion publique et auprès des acteurs économiques et même dans la sphère politique qui n'était pas optimale, la taxe a finalement été au Danemark a été retirée. Et d'ailleurs dans la foulée, la taxe sur les boissons sucrées qui préexistait au Danemark à celle sur les matières grasses saturées a été diminuée moitié l'année suivante, a même été abolie depuis. Donc là, on est vraiment sur un cas, vous voyez, effectivement, de taxe sur les boissons sucrées dans le cas du Danemark qui a été finalement aboli, mais dans la foulée de l'abolition d'une taxe plus large qui pose des enjeux différents probablement sur le plan de la faisabilité, de l'acceptabilité. Oui, je pense que l'acceptabilité d'une taxe sur les boissons sucrées, en tout cas, tout le monde est d'accord que les sucres ajoutés sont pas bons pour la santé, puis je pense même que dans le prochain guide alimentaire, ils veulent s'assurer que les sucres ajoutés soient clairement mis sur les étiquettes, soient mis en évidence, ce qui peut faire partie des moyens là que vous avanciez pour rendre entre autres les gens plus conscients, puis peut-être faire des meilleurs choix. Mais pour revenir justement à la taxation, donc vous aviez mentionné plus tôt que une taxe sur la santé pourrait être réinvestie pour faire la promotion de la santé, peut-être investir dans des programmes de prévention. Puis Dieu sait que nos gouvernements investissent pas assez, j'allais dire pas du tout, mais la prévention, c'est vraiment pas payant politiquement, donc c'est sûr qu'ils vont pas aller de l'avant vers ça. Est-ce que il y a moyen de s'assurer qu'une taxe soit investie dans ces programmes-là? Parce que une des craintes, c'est que quand le gouvernement taxe, il utilise cet argent-là à mauvais escient, il va peut-être l'utiliser ailleurs, il va peut-être devenir dépendant de ces revenus-là. Alors, est-ce qu'il y a moyen de s'assurer que les taxes soient bel et bien réinvesties dans des programmes en prévention en santé? Oui, c'est un autre bon point. Effectivement, on insiste bien dans l'ouvrage sur l'importance, si une taxe venait à être mise en œuvre sur les boissons sucrées, que les revenus soient alloués à des causes de promotion de la santé ou de santé publique ou même des causes sociales ou éducatives, de réduction des inégalités de santé notamment. Et on insiste là-dessus, d'autant que ce sont des éléments, comme vous le dites, qui ont été pointés comme importants pour amplifier les bénéfices potentiels d'une taxe, mais aussi
effectivement, les gens soulèvent ce point-là de manière importante. Et d'ailleurs, dans le cas des taxes sur le tabac, l'Organisation mondiale de la santé recommande que des mécanismes robustes soient mis en place pour s'assurer qu'au-delà de la déclaration d'allocation qui est faite au départ, mais que ce soit véritablement le cas au fil du temps, et puis que le mécanisme soit suffisamment solide pour que les fonds ne soient pas réalloués au bout d'un certain temps à d'autres causes ou en tout ou en partie. Alors on a regardé sur les vingtaines de cas de taxes à travers le monde si c'était le cas pour les boissons sucrées déjà dans d'autres pays. Il y a quelques exemples de taxes pour lesquelles, par exemple, figure dans la loi en France que les revenus de la taxe sur les boissons sucrées sont alloués à l'assurance maladie, l'équivalent de notre RAMQ ici, pour contribuer à la couverture des dépenses de santé. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, plus récemment à Berkeley, en Californie, j'en parlais tantôt avec la ville de Berkeley, donc qui a mis en place une taxe sur les boissons sucrées. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas eu de mesures précises dans l'article qui a été la réglementation qui a été passée, qui indique que les fonds vont être alloués à des causes précises. C'était d'ailleurs l'une des conditions pour que le vote, puisqu'il s'agit d'un scrutin local, dans le cas de la taxe à Berkeley, ça aurait demandé un seuil de vote plus important d'ailleurs. Mais de toute façon, la taxe est passée largement dans le cas de Berkeley en termes de suffrage. Mais en tout cas, ce n'était pas inclus dans la proposition de réglementation. Mais ils ont mis en place un panel d'experts, de parties prenantes, avec des représentants de différentes organisations, pour spécifiquement dédier à l'allocation des revenus des taxes à des causes spécifiques, puis d'évaluer les dossiers, les possibilités d'allouer ces fonds à certaines initiatives. Alors il y a effectivement des projets donc à Berkeley qui sont d'ordre de l'éducation agricole ou alimentaire des jeunes, par exemple, qui bénéficient des revenus de cette taxe-là. Alors on s'est quand même intéressé plus précisément à la situation canadienne et québécoise pour voir s'il y avait des mécanismes qui pourraient être mobilisés. Et en fait, on voit qu'il y a des précédents. Il y a des précédents, par exemple, dans le cas de la taxation sur le tabac, où une partie des fonds sont utilisés pour financer des initiatives de lutte au tabagisme, mais qui sont également, et c'est indiqué dans la loi, une partie des revenus, alors une petite partie des revenus en tout cas, mais de la taxe sur le tabac, d'après la loi établissant le fonds pour la promotion des saines habitudes de vie et le fonds pour la promotion d'installations sportives et récréatives, on voit qu'il est clairement indiqué qu'une partie des revenus de la taxation du tabac doit contribuer à l'alimentation de ces fonds qui ensuite peuvent être utilisés pour mettre en place des interventions. Donc, au-delà de la déclaration d'intérêt pour opérer une telle allocation des recettes d'une taxe à certaines causes, on voit qu'il y a quand même quelques cas ici de précédents intéressants qui pourraient probablement être utilisés pour apporter davantage de garanties quant à l'utilisation qui serait faite des recettes. Je vois. Puis, vous parliez de plusieurs facteurs, plusieurs moyens qu'on pourrait mettre en cause. Une autre chose sur laquelle tout le monde se met d'accord, c'est que l'écologie et le recyclage, c'est bien. Alors, dans une optique où moi et Guillaume nous sommes un peu plus du genre libre marché, aimons pas trop taxer les choses, est-ce que une des études tenait en compte, par exemple, l'augmentation des consignes associées aux canettes, aux bouteilles de vitre et tout ça? Au Québec et au Canada, la consigne n'a pas été augmentée depuis des années. Dans les années 80, je pense que c'est 84. C'est 5 sous par canette depuis 1984, je crois. Donc, j'ai pas les chiffres sur l'inflation depuis ce jour-là, mais 5 sous aujourd'hui puis 5 sous à ce moment-là, c'est quand même différent. Est-ce que vous avez eu des données sur l'augmentation d'une possible consigne, ce qui pourrait théoriquement favoriser le recyclage, ce qui utiliserait toutes les usines qui sont déjà mises en place, l'infrastructure est déjà là, et comme ça augmenterait le prix, est-ce que ça pourrait diminuer la consommation, vous pensez? Alors, on a effectivement regardé les différents mécanismes qui avaient été utilisés dans les autres cas de taxes déjà adoptés à travers le monde, et l'augmentation de la consigne n'est pas un mécanisme qui ressortait. Ça mérite néanmoins d'être exploré. On pourrait regarder au cas par cas les raisons pour lesquelles ce n'est pas une solution qui a été privilégiée, mais si on se base sur la situation québécoise, et si encore une fois on se place dans une logique de taxer les boissons sucrées qui est
quand même plus généralement évoqué encore à l'heure actuelle pour des raisons plutôt avec la cause santé qui est mise en avant, hein, et l'idée d'infléchir le comportement des consommateurs. Bon, bah effectivement, le fait que le système de consigne ait été mis en place au démarrage, pas tant nécessairement pour dissuader le comportement d'achat, mais comme vous le disiez, effectivement pour inciter à davantage de récupération et de recyclage des contenants. Il n'est peut-être pas certain, avec une récupération d'ailleurs pour le consommateur de la somme lorsqu'il rapporte les contenants, il n'est peut-être pas certain que ce mécanisme-là apporte un potentiel d'influence sur le comportement d'achat autant que ne pourraient le faire des taxes qui augmentent le prix directement. Et c'est d'autant moins certain que la consigne et le montant de la consigne apparaît au moment du passage en caisse, en fait, là où d'autres taxes permettent d'augmenter le prix qui apparaît en rayon, en fait, au consommateur au moment où il pose sa décision d'achat. Donc, ce qui permet d'avoir potentiellement davantage d'influence sur le prix et donc sur la décision d'achat. Ce qui contribue en tout cas grandement à expliquer la raison pour laquelle le mécanisme qui est généralement privilégié pour dans le cas d'une taxe sur les boissons sucrées est une taxe d'assises. Les taxes d'assises sont des taxes qui sont généralement indexées sur le volume du produit. C'est pas toujours le cas, mais généralement c'est indexé sur le volume du produit. C'est prélevé à l'échelle du fabricant ou en tout cas au niveau d'un opérateur économique qui généralement répercute donc en tout ou partie le montant de la taxe sur le prix des produits, ce qui explique que le consommateur puisse percevoir cette hausse de prix directement en rayon. Puis au niveau du Canada, ce mécanisme de taxe d'assises pourrait, d'après notre analyse, semble pouvoir être actionné à l'échelle fédérale, mais pas au niveau des provinces. Au niveau des provinces, en revanche, il y a d'autres modèles de taxes qui pourraient être des avenues à explorer, telles que celles qu'on connaît déjà, comme les modèles de taxes spéciales de vente sur les produits du tabac ou de l'alcool, qui pourraient être étudiés pour voir s'il peut y avoir une transposition au cas des boissons sucrées. Mais pour en revenir à l'idée sous-jacente à votre question, qui était un petit peu le rapprochement finalement entre la préoccupation écologique et de santé publique, c'est sûr que on s'entend pour indiquer que si une taxe sur les boissons sucrées pouvait diminuer les achats de boissons sucrées, ça pourrait avoir effectivement être présenté comme des co-bénéfices sur le plan environnemental, à condition que cette baisse de consommation ne soit pas compensée par l'achat de produits qui pourraient être associés à un impact tout autant ou davantage négatif sur l'environnement, par exemple une consommation accrue d'eau du robinet. Mais ces phénomènes de compensation là, en fait, avec l'eau du robinet, sont encore assez peu étudiés dans les cas de taxes sur les boissons sucrées. Ça gagnerait à être davantage exploré pour voir si de ce côté-là il y a un co-bénéfice intéressant à la mesure. Mais au-delà des taxes nutritionnelles, il y a de plus en plus de travaux qui se penchent quand même sur les rapprochements entre nutrition et environnement, de manière à réfléchir à des politiques alimentaires qui permettraient de maximiser les bénéfices à la fois sur le plan nutritionnel, sur le plan aussi de l'environnement, et qui tiennent compte de l'ensemble du cycle de vie des produits d'un côté, et donc des impacts associés au cycle de vie des produits d'un côté, et sur la densité énergétique, la densité nutritionnelle des aliments. Donc je pense que ce sont des avenues à explorer pour les taxes nutritionnelles comme pour d'autres mesures d'une autre nature, mais c'est vrai que ça reste encore des choses à explorer dans le cas des boissons sucrées. Oui, non, vous avez raison de dire que effectivement une mesure peut avoir des impacts qui sont non anticipés et que ça peut avoir des impacts beaucoup plus importants que ce que l'on voulait. Dernière question, parce qu'on essaie d'être respectueux de votre temps aussi. Déjà, vous nous en donnez plus que vous aviez budgété. Est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté politique, que ce soit au Canada ou au Québec, d'aller de l'avant, de poser des gestes pour essayer de diminuer notre consommation de boissons sucrées? Puis quand je dis une volonté politique, je peux parler effectivement d'un parti politique, mais on peut penser entre autres à des nutritionnistes, vous avez sûrement des liens avec des intervenants du milieu. Donc, je sais pas si vous sentez que tout le monde est prêt à aller de l'avant avec ça, s'il y a des moyens qui sont peut-être
auxquelles ces gens-là sont plus favorables? C'est sûr que c'est une mesure controversée. On sait que c'était pas non plus une mesure qui fait partie nécessairement des plus plébiscitées dans l'opinion publique quand on fait des sondages à l'égard des différentes options de mesures politiques nutritionnelles qui pourraient être mises en place. Ce que l'on observe néanmoins, c'est que lorsque il est indiqué que les revenus de la taxe sur les boissons sucrées pourraient être alloués à des causes de prévention ou de promotion de la santé, l'acceptabilité sociale de la mesure augmente nettement, et ça c'est quelque chose qui peut jouer effectivement de manière générale aussi au niveau politique. Donc ça c'est un premier point. Après, si on regarde aussi les cas de taxes sur les boissons sucrées qui ont été adoptées ailleurs, là où le processus a été un petit peu mieux documenté, on observe que généralement ça passe par une volonté politique assez forte, avec une conviction, un portage du dossier qui est solide. Et on voit aussi qu'il y a généralement une articulation entre des préoccupations de santé publique et des préoccupations budgétaires, parce que les taxes tombent dans le terrain des ministères des budgets et des finances. Donc s'il y a articulation entre l'univers de la santé et des finances d'autre part, il y a peut-être davantage de chances que la mesure soit discutée dans des conditions qui font qu'elle pourrait être plus faisable, acceptable et mise en œuvre. Donc c'est sûr que ça fait partie des critères qui font d'une part l'acceptabilité sociale et politique et d'autre part la faisabilité technique, administrative, légale, font partie des critères qui font qu'in fine, une taxe peut être adoptée, mais effectivement les facteurs sont nombreux. Je vois. Écoutez, Monsieur Lebaudot, ce fut une conversation qui était extrêmement riche en informations. C'est intéressant d'avoir quelqu'un qui est vraiment dans la recherche, en fait, pour nous informer là-dessus. Est-ce que vous avez un mot de la fin, peut-être un message que vous aimeriez livrer, ou on donne toujours une petite tribune de sujets libres à nos invités en fin d'émission? Non, ce serait effectivement peut-être de dire que voilà, la façon dont on a abordé le problème était vraiment de percevoir la taxe comme une contribution potentielle dans un éventail de mesures qui pourraient contribuer à régler la question, et que je pense qu'il faut toujours garder ça en tête, en fait, pour ne pas la positionner et positionner le débat à son endroit comme si c'était une mesure qui était mise en place de façon isolée, parce qu'on sait que si c'est comme cela qu'elle est mise en œuvre, effectivement les chances de contribuer à résoudre le problème sont probablement beaucoup plus minces. Donc ce serait peut-être le petit mot sur lequel je conclurai, puis vous remercier bien sûr encore une fois de votre intérêt, puis de me donner l'occasion de partager le travail qu'on a réalisé avec mes collègues, avec vous et vos auditeurs. Ça fait plaisir. Est-ce que justement nos auditeurs peuvent suivre vos travaux ou vous contacter à un endroit en particulier sur le web? Oui, tout à fait. Oui, l'ouvrage qu'on a publié a donné lieu à un petit résumé qui est librement accessible sur le site de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Si vous tapez IUCPQ Taxing Soda for Public Health, vous tomberez rapidement sur cette page-là. Et puis un petit résumé en français, en anglais, qui est disponible pour celles et ceux qui voudraient en savoir davantage. Donc c'est bienvenu. Super. On va les mettre dans nos notes de podcast pour que ça soit accessible facilement aux gens. Donc, merci énormément, Monsieur Lebaudot. Merci, Guillaume, de ta présence inestimable. Merci à vous deux. Alors, merci à vous deux. Je rappelle, Monsieur Lebaudot est un professionnel de recherche à la plateforme d'évaluation en prévention de l'obésité de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de l'Université Laval à Québec. Merci énormément, Monsieur Lebaudot. Merci, Guillaume. Merci, chers auditeurs, et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.